Hotep. Dans le quart d'heure d'aujourd'hui, nous allons parler du totémisme et des traditions. Alors, c'est quoi le totem? Le totem, généralement, quand on en parle, on en voit tout de suite un aspect, je dirais, psycho-religieux. C'est-à-dire que c'est soit un animal ou un objet qui sert de culte et qu'on vénère. C'est généralement la vision qu'on en a. Mais en somme, le totem est plus que ça. Le totem, c'est ce qui nous maintient debout. C'est ce qui fait notre socle. C'est ce qui nous garantit la vie. Quand je prends le mot totem et que je le translittère en éveil, en B, ça veut dire ce qui me tient debout. T. Toté, c'est être debout, c'est être solide. Comme la statuette qui est là. Toté. Mon, c'est moi. Donc ce qui me fait tenir debout, ce qui me rend solide. Autrement, en B, on appelle le totem ou tout ce qui est totémique Konu. C'est quoi le Konu? Ko, c'est le coup. Nous, c'est la chose. Ça veut dire que la chose, ce qui est comme le coup, ce qui est pareil et identifiable au coup. C'est quoi le coup sur notre corps? C'est un objet sensible. Quand on te touche le cou, quand on te frappe le cou, assurément, tu es hors de combat. Donc, le cou, c'est quelque chose qui est fragile. C'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher. C'est ce qui nous tient debout. C'est ce qui nous fragilise si on y porte atteinte. Ce qui nous ferait écrouler si on y touche. Et de mauvaise manière. Alors, vous voyez comment on doit voir nos traditions. La perception qu'on doit avoir de nos traditions pour les transcrire dans nos vies et ne plus les voir comme des choses qui nous attardent ou qui nous retardent, mais des choses qui nous font voir la vie autrement, nous fait voir le monde autrement. Je vais vous parler ici d'une petite histoire qu'une sœur a racontée et qui, pour moi, soit, ma foi, m'a touché. Elle a raconté une histoire de chasse aux escargots dans la tradition, et je pense que c'est au Cameroun. Alors, elle disait que, alors, elle allait au village et qu'elle se retrouvait entre filles pour aller à la chasse aux escargots dans la forêt. Et la chasse se passait comment? On partait en file indienne, et une fois dans la forêt, dès que tu vois un escargot à terre ou sur un arbre, tu dois crier Minwe pour dire en voici une pour moi. Donc, c'est moi qui l'ai vue. Et donc, ça t'appartenait. Et de sorte que les autres doivent l'entendre. Et quand les autres l'entendent, ça veut dire que cet escargot-là t'appartenait et que personne d'autre ne pouvait y toucher. Alors, est-ce que c'est de l'arnaque? Assurément, pour quelqu'un qui ne connaît pas la tradition ou la pratique, oui, ça peut être une forme d'arnaque parce que elle, justement, venant de la ville, elle avait souvent ce réflexe d'aller prendre l'escargot, ni vu ni connu, sans crier gare. Sauf que à chaque fois qu'elle se retournait pour aller vers un escargot qu'elle avait vu, quelqu'un criait Minwe. Et donc, on lui disait non, l'escargot ne t'appartient pas parce que c'est telle personne qui a crié la première Minwe. Donc, et elle dit, la première fois que je suis allé, je suis revenu avec seulement 2 rikiki escargots. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait des règles. Et en venant de la ville, elle ignorait ces règles-là. Et dans le fil de l'action, elle n'a pas pensé qu'il fallait s'adapter à cette règle-là, cette tradition-là. Elle est venue avec son idée de la ville, de l'enfant de la ville où, justement, à la ville, selon la vie occidentale, ce que les Eurasiatiques qui sont venus nous esclavagiser et coloniser nous ont imposé, cette façon de procéder sournoisement. Donc quand tu vois quelque chose, tu y vas de manière silencieuse que les autres ne voient pas. Parce que si les autres voient, eux aussi ils vont venir et ça va créer un conflit. Donc voilà, vous voyez déjà la différence de perception. Est-ce qu'on va dire que la société occidentale dont on se gargarise aujourd'hui est plus organisée que la société traditionnelle qui impose
dans la chasse aux escargots cette règle. Non. Donc, vous voyez le truc. Et certains vont nous dire, et certains pensent que nos sociétés n'étaient pas organisées, qu'on n'avait pas de loi. Et or, là, cette petite histoire, cette anecdote nous montre qu'il y avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui le droit de propriété, la déclaration de propriété par la voix. Et ce qui veut dire que quand tu cries Mingwei, les autres te reconnaissaient le pouvoir de la parole que tu venais de prononcer. Ils se soumettaient à ce mot-là, sachant que ce que tu as vu en premier et crié Winway t'attribuait la propriété. Et ils ne pouvaient pas te le discuter. Ça ne créait pas de conflit. Donc, vous voyez, or, si on veut faire un parallèle, cette tradition, je ne pense pas que ça date d'hier. Ça veut dire que le peuple de cette sœur pratiquait ça depuis des siècles, des millénaires même, je puis dire. Or, si on veut parler du droit de propriété dont les Occidentaux aujourd'hui excipent pour nous dire qu'ils sont devant nous, que nous sommes des attardés, ça date de quand? Si je prends le cas de la France, ça date de 1800 et quelques, à partir de 1808, quand Napoléon a fait écrire un code de droit de la propriété. Donc, vous voyez le schisme, là où on se trompe sur nos traditions. Et moi, je le dis encore, nos traditions se suffisent. Et on n'a pas besoin d'aller chercher chez les autres, qui nous ont copiés d'ailleurs, et qui plus est, ont mal copié ce qu'ils ont vu, des solutions à nos problèmes. N'oublions pas que les problèmes que nous avons, ce sont eux les sources. Nos solutions doivent être dans nos traditions. Et le problème, c'est que nous ne connaissons pas nos traditions. Nous ne faisons pas l'effort de les connaître. Comment peut-on aller chercher nos solutions chez ceux qui ont causé nos problèmes? Alors, certains pensent que quand on se tient à nos traditions, c'est se borner, c'est être fermé à nous-mêmes et qu'on ne s'en sortira pas ainsi parce que les autres ont déjà des solutions, ils ont des preuves, ils ont des résultats qui prouvent qu'ils sont sur la bonne voie. Mais moi, je dis non. Je dis non. Et tous ceux qui essayent, tous ceux qui creusent chaque jour nos traditions et qui les découvrent pensent la même chose. Parce que s'ouvrir au monde, ce n'est pas se dénaturer. Ce n'est pas fuir nos racines, mais s'ouvrir au monde, c'est être soi en montrant au monde ce qu'on est. Échanger avec les autres, c'est une ouverture, mais c'est une liberté. On choisit ce qu'on veut recevoir et ce qu'on veut donner. Mais ce n'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas ce que la figue brille. On nous impose ce que nous devons recevoir et on nous impose ce que nous devons donner. Est-ce qu'un manguier peut naturellement pousser des feuilles de goyavier et donner des goyaves? Non, assurément non. Alors, si notre manguier, par exemple, supposons qu'il ne produit pas de bons fruits ou pas assez de fruits, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas chercher à changer les feuilles ni le fruit, à les transformer en feuilles de goyavier ni en goyave. Non, on va essayer de voir comment, à partir des racines, mieux nourrir l'arbre. C'est ça, pour que les feuilles et les fruits soient de bonne qualité et tels qu'on les voudrait. Donc nos traditions se suffisent à elles-mêmes et on n'a pas besoin de les adapter. C'est à ceux qui viennent à nous, c'est à ceux qui veulent échanger avec nous, de s'adapter à nos traditions, de venir à nous. Et alors que c'est l'inverse. Nos traditions d'ailleurs nous le disent. Ils nous interdisent de nous vendre aux autres. Et il y a un adage anglais qui dit « Nubiotoba loe didina ». Ça veut dire que c'est le quémandeur, celui qui demande, c'est lui qui doit tendre la main, c'est lui qui doit allonger sa main. Quand il refuse d'allonger la main et de demander humblement, c'est que c'est un voleur. Le voleur, c'est celui qui refuse de tendre la main et capte par un moyen frauduleux ce qui t'appartient ou en te soumettant à son dictat. D'ailleurs, le verbe voler en anglais, ça se dit fi. Et imaginez-vous que le rat s'appelle aussi en anglais fi. Donc, vous voyez le truc. Et quand on connaît le rat, la façon dont le rat procède, le rat te bouffe le pied, il te fait des plaies dures, mais au moment où il te bouffe le pied, il souffle dessus pour que tu n'aies pas mal. Et c'est comme ça que les autres se comportent avec nous, à notre égard. Notre problème, donc, ce n'est pas d'aller vers les autres en refusant nos traditions, c'est de refuser d'adapter nos traditions pour contenter les autres.
c'est s'en tenir à nos traditions, les respecter, les étudier, en avoir la maîtrise, l'expertise et nous défendre sur les bases de leur enseignement, de ce qu'ils nous disent. Quand vous allez chez les Occidentaux ou chez les Orientaux, mais quand vous allez chez eux, si vous ne vous soumettez pas à leurs lois, ils vous foutent dehors. Et quand bien même vous êtes des leurs, vous êtes de chez eux, quand vous voulez aller contre leurs lois, mais chez eux, on ne vous fait pas de cadeau. On te traite en traître, et le traître chez eux, ils sont méprisés et tués. Chez nous, dans nos traditions, quand il y a un traître, on l'exclut, on le bannit. Mais chez eux, on le tue. Et même aujourd'hui, le problème, c'est que les traîtres chez nous, on n'est même plus capable de les exclure, de les bannir, parce qu'ils nous l'interdisent, avec leurs soi-disant droits de l'homme et compagnie. Mais ce qu'ils font envers nous, c'est pire que, c'est-à-dire que de ne pas respecter les droits de l'homme qui nous excipent tout le temps, qui nous exhibe et dont ils nous parlent tout le temps. Les traites chez eux, ils sont tout simplement éliminés. Et vous voyez, c'est-à-dire que nous, quand nous refusons nos traditions et que nous sommes traîtres à notre propre égard, comment voulez-vous que ces gens nous aiment? Ils nous méprisent et nous tuent. Nos vies ne valent rien à leurs yeux. Pourquoi? Parce que chez eux, les traîtres, on les élimine, on les tue. Donc, quand nous sommes traîtres à notre propre endroit, ils ne peuvent jamais nous aimer. Ceux qui croient qu'en Saint-Jean, l'Occident, ou les Orientaux, en voulant leur ressembler, on va vous aimer, c'est faux, vous vous trompez. Je suis désolé, on va vous mépriser et on va vous tuer. Donc, soyons dignes de nous-mêmes. Ne soyons pas surpris de ce qui nous arrive parce que ils te pillent et ils te tuent. À leurs yeux, parce que tu es un traître. Donc, nous-mêmes, on doit comprendre une chose, que si aujourd'hui on est dans cet état, c'est parce que nous sommes traîtres à nous-mêmes. Et celui qui est traître à lui-même, il s'exclut lui-même de son champ, de ses origines. Donc, voilà. Donc, notre ADN est africain. Et donc, d'ailleurs, quand on parle de son pays, en anglais, on dit Denigban, c'est-à-dire ma terre d'origine. Et l'ADN, c'est ça, l'Afrique, c'est notre ADN. C'est l'Afrique qui nous donne notre ADN. Donc, nous devons être capables de nous mobiliser. C'est ça nos traditions. Et c'est ce que nos traditions nous enseignent. Nos traditions, c'est notre totem. Ce sont nos totems. Et le totem, au-delà même de ce fait, je dirais encore que c'est aussi un devoir d'écosystème, un devoir d'écologie. Quand dans votre tribu, on vous dit de ne pas toucher à tel animal, c'est-à-dire que aux yeux du monde, de l'univers, vous devenez protecteur de cet animal. Cet animal peut prospérer chez vous. Et ce qui fait un équilibre. Là où cet animal est tué, mangé ou détruit, vous le protégez de telle sorte que il ne peut pas y avoir disparition. Aujourd'hui, on nous dit que ouais, on protège les espèces, on crée des zoos, etc. Non, on n'a pas besoin pour protéger les espèces de les enfermer dans des cages. Chez nous, ces animaux restent dans la libre, mais il est interdit par le fait du totem d'y toucher, parce qu'on sait que c'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui fait que l'équilibre reste. Hotep.